Bonjour et bienvenue dans Carter et Piston numéro 76, janvier 2025, ce qui forcément provoque chez moi l'envie de vous souhaiter une excellente année 2025, une excellente saison moto. Il y aura quelques petits tutos qui vont suivre dans les mois prochains pour un petit peu vous expliquer comment relancer votre moto, mais c'est un détail par rapport à la grande nouvelle, et vous l'avez constaté il y a quelques secondes, nous avons lancé enfin notre nouveau logo. Alors presque un an, enfin 9 mois après avoir racheté la chaîne à Thierry Dricot, Alexandre Krasinski et moi-même avons donc repris la chaîne, et je dois vous remercier. Parce que, enfin, vous remercier, oui, mais c'est aussi grâce à nos efforts, puisque nous avons réussi à augmenter nos abonnés de 40% sur YouTube en un an. Et donc, merci à vous. Continuez à liker, continuez à vous abonner. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications de vidéos. Chez nous, ça grimpe, c'est plutôt positif. C'est grâce à ça que la confiance des constructeurs nous est donnée pour avoir toutes ces motos et pour pouvoir être invités à l'étranger pour les essayer. Et donc, une nouvelle année qui s'annonce vraiment passionnante, et on a plein d'objectifs, on a plein de nouvelles choses, et tout ça est représenté en ce début d'année par ce nouveau logo que j'espère vous apprécier. On va le poster, n'hésitez pas à commenter, que ce soit le logo ou tout le reste d'ailleurs, parce qu'on est là, moi je suis derrière mon PC et je réponds à toutes vos questions avec plaisir. Alors je vais commencer par le sommaire et puis on lance cette émission. Casu Moto à Farciennes, une concession fièrement tenue par la famille Casu depuis 1962. Présentation avec Sébastien et Martin Casu. La Kawasaki Z900 nouvelle génération, sortie en 2017, vient d'être essayée par notre ami Alex, qui vous la présente dans tous ses détails. Interview exclusive de Axel Wiffels, Kawasaki Benelux, pour commenter le passé et le futur de la marque. Moto Rétro Famenne Ardennes, un petit sujet bourse d'échange que Thierry nous a ramené pour les amateurs de pièces et vieilles motos en tout genre. Soirée officielle de présentation du line-up du team Elf Mark VDS Racing Team, avec une grosse surprise dedans. Nous terminerons les bruits de paddock qui sont entièrement dédiés à Jérôme Martini, seul motard belge au départ du Dakar 2025. Bonjour Martin. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et toi? Alors on vous a fait lever aujourd'hui parce que normalement c'est un jour de fermeture. Alors pour l'émission évidemment c'était inévitable, mais bon. On est donc chez vous, chez Casu Moto Farciennes Kawasaki, dans un bâtiment qui est pratiquement neuf puisqu'il a moins de 2 ans. Oui, 2 ans. Ok. Bon, belle surface, une quantité de modèles vraiment énorme. Enfin vous avez tout, vous avez même la gamme Cross. Donc ça, c'est pas toujours. Donc en tant que Martin Casu, donc ça veut dire que c'est ton père ou ton grand-père qui a créé l'entreprise. C'est exact, oui. Okay. Donc là, nous sommes avec mon frère la 3e génération chez Casu Moto. Ok. Et maintenant, on a une équipe très diversifiée. Ouais. Alors des points de vente Casu, il y en a quand même quelques-uns. Hein. En bâtiment, points de vente, vous en avez combien? 3, 4? Bâtiment, on en compte 4. Ok. Il y en aura 2 ici à Farciennes, ouais. Les plus récents, oui. Et 2 à Mons. Ok, oui, ça j'avais vu. Ok, ben, longue histoire. Alors bon, pour un peu mieux comprendre l'histoire de cette société et de cette passion pour la moto, vous avez commencé, avec quelle marque? Mon grand-père a commencé, même en 58, à importer les premières japonaises, des motos italiennes. Okay. Quand il y avait des motos belges, évidemment, il en avait également. Ouais, c'était encore l'époque où, en fait, il n'y avait pas moyen d'avoir une concession avec toutes les mêmes motos dedans, parce qu'il n'y en avait pas assez, en fait. Voilà. Donc, oui, bon, j'imagine les photos doivent être dingues, parce que ça doit être... 62, c'est 10 ans avant ma naissance, donc j'imagine que... donc, oui, il y a de l'histoire, et donc vous avez... oui, c'est vrai que vous êtes full japonais pour le moment. Oui. Ok. Est-ce que dans le groupe Casu, à l'heure actuelle, il y a autre chose que des japonaises? On a une 3e marque, Kymco. Ok.
Oui, les Ok. Taïwanais. Bon, on reste dans l'Asie, mais c'est un détail. Bon, ben, et ici, bon, ben, alors Kawasaki, c'est une concession entièrement dédiée à Kawasaki. Ça fait 2 ans. Le projet est venu comment, en fait? Vous avez eu besoin de renouveler. Alors moi, j'ai connu ça à un moment dans une entreprise. En fait, le bâtiment était au bout de sa vie. Et donc, il fallait que je change de bâtiment, tout simplement, parce qu'en fait, le bâtiment était usé. Et donc, j'imagine que forcément, depuis 62, ben, il a fallu ce genre d'infrastructure aujourd'hui est nécessaire pour pouvoir tourner le business. Mais c'est venu d'une réflexion. Tu peux m'expliquer un petit peu comment a tourné toute cette histoire? Oui, effectivement, ben, le premier bâtiment qui se situait à Charleroi, sud de Charleroi, à Mont-sur-Marchienne, ben, ne rentrait plus tout à fait dans les clous, Oui. les standards que demandent Les marques. les marques, au niveau du visuel. Bien sûr. Donc on a bien remarqué avec les 2 concessions à Mons qu'on avait besoin d'espace, que les gammes s'étendaient et s'étoffaient d'année en année. Et du coup, avec les 2 bâtiments de Mons, Honda et Kawasaki, qui sont déjà très bien, on a voulu refaire la même chose ici Oui. à Farciennes. Et étendre vos ports de marché par la même occasion. Ça permet d'étendre vraiment notre influence dans tout le Hainaut. Oui. Oui, oui. Bon, oui, Casumoto, c'est clair que moi, je ne t'avais jamais rencontré, mais c'est vrai que le mot Casu, ça fait quelques années que je le connais. Enfin, c'est un milieu c'est un nom qui est installé dans le milieu de la moto depuis toujours, selon moi. Toi, Sébastien, tu es en fait le directeur de la concession, et donc c'est toi qui gères au day-to-day cette concession. Je gère la concession chaque jour, effectivement. Niveau vente moto, niveau atelier aussi, niveau Ok. un peu de tout. Très bien, donc c'est toi qui es ici non-stop. C'est moi Toi- qui suis ici non-stop. Ouais. Ouais, toi, Martin, j'imagine que toi, tu es un peu sur les sites, tu voyages de l'un à l'autre et tu vérifies que tout se passe bien, quoi. C'est ça. J'aurai la vue d'ensemble et j'aurai le retour de mon frère alors, Ouais. qui lui travaille Oui. principalement à Farciennes. Ouais, et vous êtes donc tu as un frère et quoi enfin c'est peut-être indiscret mais vous êtes associé ou pas associé ou il y a encore papa et maman derrière? Il y a encore papa et maman, c'est Oui, ça. donc ça reste encore une entreprise vraiment familiale où il y Ouais. a encore tout derrière. Alors c'est une bonne chose d'avoir les jeunes qui prennent les devants et les anciens qui veillent au grain parce qu'on a quand même une certaine expérience et elle vous sert toujours, même s'ils vous cassent parfois un peu les oreilles certainement. On a besoin d'eux. Je connais, je suis passé, C'est par normal, là, je suis c'est passé normal. par là aussi. Donc voilà. Bon ben ok, et bon que dire votre année 2024, comment elle a été? Ça a été une année... Ça a été une bonne année. Ouais. Oui. Mhm. Ok. On est content. On est content de l'année, Bah, c'est le effectivement. principal. C'est vrai que c'était une année un petit peu charnière, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer, à savoir que comme cette année, entre guillemets, personne ne sait à quel pain on sera mangé, Exactement. mais c'est vrai que c'est positif. Bon, maintenant je suis tenté de dire quelque chose, mais c'est la simple vérité, c'est qu'en tout cas chez Kawasaki, il y a un dynamisme par rapport au marketing, que ce soit par rapport à la sortie des modèles. Alors, pour rappel, on est quand même en janvier et on a déjà essayé la Versys 1100, on a déjà essayé la SX 1100 et juste après ceci, on va présenter la Z900. Donc ça veut dire que les 3 principales nouveautés de la marque Kawasaki ont déjà été présentées, on est en janvier, et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas partout. Donc c'est forcément important aussi d'avoir un constructeur qui aide à travailler tout simplement, parce que eux sans vous ils ne sont rien, mais vous sans eux ils ne sont rien non plus. Et donc voilà. Bon ben cette année, d'après vous, qu'est-ce qui va taper fort? Bon alors forcément la Z900 parce que ça reste une moto. C'est un peu, c'est presque une icône aujourd'hui. Alors, elle est sortie en 2017. Pour finir, elle n'est pas si vieille que ça. Moi, c'est parce que moi, j'ai des déformations, j'ai encore la Z1000 en tête. Mais c'est vrai que la Z900 est sortie après. Mais c'est une moto qui est à sa 4e déclinaison avec le facelift qu'on a pour le moment, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc cette... Enfin, facelift, attendez. Attention, facelift, amélioration électronique, amélioration... Bon, ça vient dans le sujet juste après, puisque mon ami Alex, qui est derrière la caméra, a fait cet essai. Mais bon, bien évidemment, il y a la Z900. Bon, ben, c'est vrai que le nouveau moteur 1100 est tout à fait convaincant et les essais ont été très sympas. Mais d'après vous, est-ce que vous voyez quelque chose de différent qui peut crever le plafond? Est-ce que vous avez des ventes par rapport à, je vais dire, à ici, qui sont particulières par rapport à d'autres régions, des choses que vous vendez plus ici, qui se vendent moins ailleurs?
On va dire que la plupart du temps, c'est des naked bikes qui sont vendus. On fait pas mal de VR6 aussi. Des VR6, oui. C'est des motos qui marchent bien dans la région. Et les 1100, les Ninja aussi. Oui. Ouais. Ça marche pas mal, oui. La Vulcan a bien fonctionné cette année-ci aussi. C'est combien de cylindrées, ça? 650. Ok, parfait. Bon, fantastique. De toute façon, on va faire des images de la concession. Vous aurez l'occasion de regarder tout ça. Très belle concession qui est dans un zoning industriel, grand parking, enfin toutes les facilités. J'imagine que vous avez plein de motos d'essai aussi. On a plein de motos d'essai aussi, oui. Donc voilà, Casumoto. Tout est dispo. Je termine la présentation et j'en profite pour directement lancer. Donc, on passe tout de suite à l'essai de la Z900 qui a été réalisé par Alexandre en Espagne et on lance le sujet immédiatement. C'est parti. Bienvenue pour ce premier essai de l'année 2025, un essai qui se passe en Espagne sous une météo radieuse. C'est vrai que le soleil nous avait un petit peu manqué. On est ici invité par Kawasaki pour essayer la nouvelle Z900 édition 2025. Alors attention, parce que la Kawasaki Z900 n'est pas un nouveau modèle. En fait, la Kawasaki Z900 existe depuis 2017 et elle vient remplacer la Z800 qui était précédemment au catalogue de la marque. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en fait cette moto, la Z, surtout la gamme Z, en fait c'est donc les roadsters de chez Kawasaki et ce sont des modèles qui sont très importants pour la marque d'Akashi. C'est un petit peu la meilleure vente, ça représente 25% des parts de marché, surtout j'allais dire du côté européen. Depuis la création de la gamme Z en 2003 avec la Z750, puis la Z800 et enfin la Z900, Kawasaki a vendu en fait plus de 300 000 unités rien qu'en Europe. Donc ça en dit long déjà sur la notoriété de cette moto. En Belgique, une moto sur 4 vendue par Kawasaki est une Z900. D'ailleurs, à ce propos, toujours en Belgique, il faut savoir que ce roadster sportif est en fait le premier roadster sportif le plus vendu chez nous. Qui dit nouveau modèle 2025 dit nouvelles adaptations et ces adaptations et ces changements, ces améliorations se sont faits autour de 3 axes. Le premier axe dont on va commencer à parler, en fait, ce sont les performances. On va tout d'abord parler du moteur. En fait, ce moteur est donc un 4 cylindres en ligne de 948 cm3 qui développe 124 chevaux. C'est un moteur c'est un moteur Kawasaki, c'est un moteur qui est très onctueux, très élastique, mais qui a été donc, comme je le disais, amélioré pour notamment rentrer dans cette fameuse case des normes Euro 5+, qui sont d'application depuis le 1er janvier. Les changements que l'on peut noter au niveau de ces améliorations, c'est qu'en fait Kawasaki a voulu surtout améliorer les mi-régimes. Pour rentrer dans ces cases en fait, de normes Euro 5+, en fait, il y a aussi une baisse des émissions de CO2 et il y a surtout une baisse de la consommation à hauteur de 16%, et ce qui est non négligeable et qui fait plaisir pour le portefeuille de l'utilisateur. Ensuite, en ce qui concerne les changements, on y retrouve maintenant au niveau du freinage des étriers Nissin à l'avant qui sont radiaux et qui viennent pincer des disques de 300 mm. À l'arrière, c'est un simple piston, Nissin également, qui vient pincer un disque plus petit. Le freinage en fait est très bon, il est très progressif, il offre un bon feeling avec un bon mordant. Au niveau des suspensions, on y retrouve ici à l'avant comme à l'arrière des suspensions Kayaba sur la version de base. Ces suspensions sont réglables en précharge. Cette moto est équipée de base avec des Dunlop Q5A et qui eux aussi offrent un très bon grip et justement un très bon retour d'information. Donc toujours une histoire de feeling. Ces pneus sont montés sur des roues de 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. L'empattement de cette moto est vraiment réduit, ce qui la rend tout à fait agile et très maniable lorsqu'on est au guidon de cette moto.
Alors puisqu'on parle de perfectionnement, c'est toujours dans l'air du temps. Ce qui a fortement été amélioré aussi, c'est l'électronique. On y retrouve maintenant un boîtier inertiel à 6 axes de base sur cette moto qui vient vraiment affiner les réglages du traction control, mais également du cornering ABS. On y retrouve sur cette moto un quick shifter up and down qui fonctionne très bien et qui est actif en fait depuis 1500 tours minute, donc on n'est pas obligé de monter dans les tours pour pouvoir changer de vitesse. Et enfin, toujours au niveau de l'électronique, il y a 4 modes de conduite. Ces 4 modes, c'est Rain, Road, Sport et Rider. Alors, le mode Rider, c'est un mode paramétrable où on peut effectivement tout déconnecter. Les 3 autres modes sont des modes qui interagissent avec la réponse à la poignée et qui, au niveau de la cartographie, modifient la courbe de puissance de la moto. C'est-à-dire que sur le mode Rain et sur le mode Road, on a une courbe de puissance qui est très linéaire et à partir du moment où on passe en mode sport, on a une courbe de puissance qui est plutôt exponentielle. Le deuxième point d'évolution sur cette moto, c'est le perfectionnement. Le perfectionnement, en fait, c'est simplement d'avoir modifié des choses qui existaient déjà sur cette moto pour les rendre beaucoup plus agréables à l'utilisation. On va commencer tout d'abord avec la selle. La selle, donc c'est une selle qui est beaucoup plus confortable. Elle existe en 2 tailles. Il y a une selle qui est à 830 mm de hauteur pour la plus haute, 810 mm pour la plus basse. Elle est beaucoup plus confortable. Ajoutez à ça une position de conduite avec un tout nouveau cintre en alu qui offre aussi une meilleure maniabilité. On a une position de conduite qui est, j'allais dire, relativement relaxe, qui est surtout moins fatigante, mais qui permet aussi d'avoir une conduite très sportive, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça reste quand même avant tout un roadster qui est très sportif. Ce qui a également été modifié sur cette moto, c'est surtout aussi le poste ici de pilotage. On a un nouvel écran TFT de 5 pouces, le précédent faisait 4,3 si je ne dis pas de bêtises. On y retrouve toutes les informations qui sont nécessaires à la bonne visibilité et à la bonne utilisation de la moto. On y retrouve aussi, grâce à l'application Kawasaki Rideology, lorsque vous connectez votre smartphone à la moto, vous pouvez y retrouver un GPS turn by turn. Et il y a également, depuis cette année, la possibilité de pouvoir discuter avec votre moto par commande vocale. Et donc vous pouvez lui demander quelle est l'autonomie restante d'essence dans votre moto. Vous pouvez lui demander de trouver la station la plus proche. Vous pouvez même changer de mode. Donc c'est des choses qui sont vraiment assez intéressantes. Il y a 18 commandes qui ont été intégrées pour l'instant dans la base ici de la commande vocale de cette moto. Mais il y aura d'autres commandes qui sont à venir ici lors des mises à jour qui se feront au fur et à mesure du développement de l'application. Et enfin, le dernier axe, c'est le Sugumi. Le Sugumi, c'est quoi? Alors le Sugumi, c'est un mot japonais qui est là pour désigner en fait l'aura que dégage cette moto, ce qu'on peut ressentir en fait quand on la regarde, ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est à son guidon et qui en fait ne nous laisse pas indifférents. Alors comment ça se traduit sur cette moto directement? Ça se traduit en fait par un tout nouveau look. On a retravaillé le moteur, autant retravailler le look. Alors au niveau de ce nouveau look, on a une toute nouvelle tête de fourche qui est beaucoup plus agressive avec un éclairage full LED. Il y a un gros changement qui, n'en déplaise aux puristes de la Z, c'est que le feu arrière avec le Z a disparu. Maintenant c'est un tout nouveau feu arrière qui prend tout l'arrière de la boucle et qui est donc beaucoup plus visible et beaucoup mieux intégré au niveau de la moto. Autre nouveauté au niveau du look, c'est aussi effectivement des petites touches alu un petit peu partout sur la moto. On y retrouve également les écopes en alu, on y retrouve ici le petit logo sur la selle. C'est plein de petits éléments comme ça qui viennent donner du cachet à cette moto. Et donc comme je le disais, c'est un look qui est très agressif, qui est très intriguant et qui ne vous laissera pas indifférent. Et ce qui est agressif aussi, attention, c'est le prix. Parce qu'en fait, cette moto, dans sa version de base, elle fait moins de 10 000 €. Elle est sous le seuil des 10 000 €. Donc elle est vraiment très accessible, elle est accessible en A2, elle est accessible dans 3 coloris différents, elle est en rouge, en noir et en vert. Il existe aussi la version SE, mais pour ça il faudra débourser un petit peu plus de 12 000 €. Pour obtenir un coloris qui est absolument exclusif, on aura alors à ce moment-là des suspensions qui sont totalement différentes puisque nous aurons une fourche Showa à l'avant entièrement réglable ainsi qu'un amortisseur Öhlins à l'arrière, des surpiqûres au niveau de la selle et une selle évidemment qui sera beaucoup plus confortable. On y retrouvera ici, juste sous
le saut de vent, une prise USB qui sera alors de série avec cette version SE. Donc finalement, à qui s'adresse cette moto? Eh bien, cette moto s'adresse à un public jeune, un public en fait qui est désireux d'avoir une moto qui a de la gueule, il faut le dire, une moto qui est aussi confortable pour des trajets du quotidien, mais qui est aussi capable de donner beaucoup de plaisir lorsqu'il s'agit d'aller viroler le week-end entre potes. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je ne peux que vous conseiller d'aller réserver votre essai. Cette moto, elle sera disponible en concession à partir de la mi-février, début mars. Donc, allez réserver votre essai, allez la voir par vous-même et vous verrez qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En tout cas, vous remarquerez aussi que Kawasaki, en faisant cette moto, ils savent très bien de quoi ils parlent quand il s'agit de faire un roadster sportif dont ils ont si bien le secret. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit. Je remercie encore Kawasaki pour cet essai ici en Espagne qui est vraiment dans des conditions optimales et vraiment au top. Restez bien avec nous pour la suite de l'émission. On se retrouve pour un prochain essai et d'ici là, gaffe sur la route. Bonjour Axel. Arnaud, bonjour. Comment vas-tu? Bien, bien. Tu as dû faire un peu de route ce matin. Un petit peu, oui. Pas aussi. Oui, mais toi tu viens carrément de la frontière, enfin presque entre guillemets. Entre Bruges et Gand, oui. Oui, oui. Ouais. Bon, bah oui, c'est la Belgique. Enfin, on a de la chance, on est dans un petit pays. Hein. Oui, ça va. Hein. C'est plus les embouteillages qui ennuient. Donc toi, tu es district manager pour le Benelux. Donc ça veut dire que tu chapeautes un petit peu tout ce qui se fait et en appui, j'imagine que tu aides les équipes et tous ces gens qui ont des concessions à tout simplement développer le marketing et faire tout ce qui est nécessaire. Je suis en contact continuel avec les agents, forcément, ça c'est assez logique. Et mon travail consiste en beaucoup de choses. Il y a une partie de vente en début d'année, toutes les nouveautés. Ouais. Après, il y a une partie de marketing, mais surtout beaucoup de... Allez, gérer le réseau, c'est le plus important. Ce que j'appelle le day-to-day, on ne se rend pas compte la quantité de choses, de boîtes, de pièces qui partent, qui rentrent. Enfin, oui, ça doit être une gestion logistique complètement folle en plus. Oui, mais ça va, c'est pas... Enfin, vous êtes rodé, donc ça va, parce que c'est pas la première fois. On a une bonne équipe au Benelux, ouais. Tant mieux. Cette fameuse Z900 qui vient d'être présentée et qu'on vient de voir, heureux de la présentation, heureux que ce soit fait, c'est une grosse étape pour vous quand même. C'est un modèle très important, donc c'est quand même la vente numéro 1 chez Kawasaki. Et c'est un tout nouveau modèle, enfin c'est pas un tout nouveau modèle, mais je veux dire, c'est pas simplement un relooking, ils ont vraiment travaillé profondément, donc tout au niveau électronique, au niveau moteur, au niveau esthétique. Donc c'est un modèle, oui, c'est des gros changements et on est très content de ce que l'usine a fait. Parce que c'est toujours quand même un petit peu une surprise, on n'est pas toujours on n'est pas toujours au courant exactement à l'avance. Oui, et puis surtout, il n'y a que le jour où vous montez dessus que vous savez vraiment ce que c'est, quoi. Exactement. Mais elle est vraiment modernisée avec toute l'électronique, surtout, ça fait une grande différence. Le quick shifter qui s'ajoute, le look est chouette et c'est un modèle phare. Et le prix est naturellement, ça il faut le souligner. C'est un prix d'attaque. Il n'y a rien, je pense, sur le marché qui offre autant de motos à ce prix-là. Oui, le rapport qualité-prix, sensation est certainement au rendez-vous, ça je vous l'assure. Et c'est sûr que, bon, moi je n'ai pas essayé la dernière puisque c'est Alex qui l'a essayé, mais le moteur de la Z900 a toujours été une réussite. C'est un moteur que je trouve absolument exceptionnel. Et il est aussi élastique que puissant, il est rageur, c'est un vrai 4 cylindres et ça fait du bien. Bon, au niveau prix, on peut aussi forcément parler de votre action actuelle, à savoir que vous faites des actions salon. Alors j'imagine que c'est sur le reste de la gamme, où la Z900 en fait partie, non? Si, aussi. Oui, aussi. Presque sur toute la gamme, pas tout, mais presque tous les modèles sont actions. On a commencé début janvier, c'est les actions salon, traditionnellement qu'on commence en janvier. Et qui finissent en mi-février. Et même la Z900, il y a des actions, c'est surtout des packs en général. Sur la Z900, c'est un pack performance à un prix très attrayant, avec une belle remise dessus. Donc, oui. Et ça, pour nos abonnés, bon, à mon avis, vous avez dû voir à un moment ou à un autre un visuel
de Kawa annonçant le salon, enfin les actions salon, à savoir que moi je l'ai vu partout, donc je pense que vous avez un peu inondé le marché. Et vous avez raison, c'est le but. Enfin, c'est comme ça qu'on fait une com. Mais si vous n'avez pas vu, eh bien foncez sur kawasaki.be et vous verrez que donc il y a des conditions spéciales sur pratiquement tous les modèles, et ce jusqu'au 15 février. Donc il ne vous reste plus qu'à faire quelques clics. Bon, en dehors de ça, par rapport à Kawasaki, par rapport à 2025, par rapport à l'année passée, donc j'entends que l'année passée a été considérée comme une année positive. On a fait une très très bonne année l'année passée et on a vu une grande évolution au niveau, dans le segment Supersport. Avec la 400 particulièrement? Avec la 400, la 600, mais aussi la 1000. Faut savoir que, le marché a un petit peu changé quand même. C'est toujours le Roadster reste le modèle phare, la gamme la plus importante. Mais on voit quand même beaucoup de jeunes qui regardent aussi des motos carénées maintenant. Donc, mais on a fait une superbe année 2024. Okay. Super. Bon, et quand vous regardez 2025 devant vous, vous l'avez déjà scanné, cadré, et vous savez un peu, ou c'est un peu l'inconnu? Enfin, moi personnellement, j'ai la sensation qu'on commence 2025 avec une espèce de frigidité, d'avancée, parce que personne ne sait très bien à quelle sauce on va être mangé en 2025. Alors, est-ce qu'on est en crise, est-ce qu'on n'est pas en crise? Alors, il y a des constructeurs en crise, mais ça, c'est un autre sujet, et c'est isolé. Mais est-ce que le monde, globalement, est-ce que vous pensez pouvoir réaliser une année 2025 comme celle de 2024? Je vous le souhaite, hein, mais... Oui, honnêtement, enfin, c'est ce qu'on a planifié, naturellement. C'est ce qu'on a planifié, on s'attend effectivement à ça. Mais oui, chaque saison est différente. Il n'y a pas une saison qui ressemble à l'autre. Chaque année, on a d'autres... on sait quand on commence, on sait quand ça finit, mais entre les deux, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en fait, depuis je dirais, le Corona, il y a quand même eu un changement dans le marché et je ne vois pas vite faire sa marche arrière. C'est qu'on voit plus de gens qui veulent profiter, en général, des gens tout âge, je dirais, qui décident de profiter aujourd'hui, qui n'attendent pas demain, ça c'est une chose. Oui. Et donc le loisir là-dedans est très important. Oui. Et on voit plus de jeunes aussi qui se remettent à la moto, ce qui est aussi une très bonne chose pour toutes les marques forcément. Donc ça, honnêtement, on est assez confiant pour 2025. Oui. Mais là, je sors du contexte Kawasaki, mais il me semble qu'aujourd'hui, on sait que la Dorna est normalement rachetée par Liberty, même si ça coince au niveau de l'Union européenne, et ils sont en train de revoir. Mais j'ai l'impression que les sports moteurs et motos, si Liberty s'y intéresse, c'est qu'ils veulent faire grimper les taux d'audience, ils veulent rendre un spectacle un peu plus... ils veulent venir chatouiller la F1 avec d'autres passionnés, la moto, et j'ai l'impression que ça donne un regain d'intérêt pour les sportives. Et c'est vrai que chez vous, ce qui est génial, c'est qu'on peut partir de tout en bas et aller tout en haut. En fait, on a toutes les gammes. Et personnellement, j'ai un coup de cœur pour la 400, parce que pour aller s'amuser sur des petits circuits comme Croix-en-Ternois, Mettey, Folembray et tout ça, à la limite, je préfère la 400 que la 600. Tellement j'ai aimé cette moto qu'on avait essayée à Calafate, c'était vraiment génial. J'avais essayé la ZX6 aussi, quelques semaines avant ou après, je ne sais plus. Mais une 600, c'est déjà à 120, 130 chevaux. Il faut déjà pouvoir, j'ai envie de dire, mettre un débutant sur une 600. C'est chaud. Il faut passer par un bicylindre 650 ou un truc comme ça, ou bien une Z400 qui t'apprend déjà à prendre les tours et aller chercher des 14 000 tours et tout ça. Je pense que cet aspect qui veut mettre la vitesse un petit peu en avant, mais je pense, et je crois que c'est bien, mais est-ce que c'est moi qui ne suis pas objectif parce que c'est ma passion, mais j'ai l'impression que toutes les journées d'organisation au circuit sont de plus en plus pleines dès le début, et je pense que, vu l'impossibilité d'utiliser certaines machines sportives, les gens se tournent vers les circuits de manière... tardive, j'ai envie de dire, parce que moi je l'ai fait il y a longtemps, mais je trouve que c'est plutôt positif. Tout le monde sait qu'aujourd'hui tu ne sais plus exploiter une moto, je vais dire même la 400 sur route, si tu roules à fond, tu vas mourir. Oui, mais la Z400 sur route, c'est ça justement le plaisir, c'est qu'on peut l'exploiter. Tandis qu'une ZX6, ce n'est pas exploitable sur la route, alors une difficilement. ZX10, la ZX4, c'est la moto qui offre le plus de plaisir de toute la gamme, le plus de plaisir au kilomètre, ça c'est sûr.
Ouais, c'est C'est vrai. une moto fantastique, ça. Ouais. Ouais. Et la ZX10, j'en ai eu une pendant 4 ans et c'est une moto absolument incroyable que je suis curieux de réessayer d'ailleurs. D'ailleurs, je serais curieux de réessayer en version normale, mais aussi en KIB, enfin pas en KIB, en bimotage, je veux dire. Ouais. Parce que ça va être... Enfin bref. On est curieux aussi à ce toute niveau-là. toute une gamme de sportives, mais il y a des roadsters. Alors c'est vrai que la majorité de vos ventes, c'est des roadsters. Là aussi, c'est génial parce qu'on part du 125 et on peut aller jusqu'au compressé. Voilà. Bon, ben écoute, est-ce que tu as des choses à rajouter? Si, quand même. Je voudrais quand même parler aussi de ça. Enfin, c'est pas demain, mais c'est quand même très vite. Cette année, on fait de nouveau le Promo Tour. Donc, c'est un événement. Vous savez tout trouver sur notre site et vous savez vous inscrire. Bientôt, vous allez tout trouver d'ici quelques semaines. Et ce sera aussi présent sur nos réseaux et dans Voilà. la prochaine émission. Et donc, pour bien expliquer, c'est en fait c'est la possibilité de tester toutes nos motos. Allez, avec, comment dire, aucune contrainte, très facile à faire. Vous inscrivez online et vous venez. C'est chaque week-end chez un autre agent en fait dans toute la Belgique. Oui. Et ça, c'est à partir de mi-mars jusqu'à juillet. Oui, donc il y a le temps d'essayer, quoi. Il y a le temps d'ici. Ouais. Et puis après juillet, est-ce qu'on se revoit au Bikers Festival? Oui, Ok. on est présent au Bikers Festival et on est présent aux 8 heures du Spa aussi. Super. Je Bon, on suppose se verra, de se voir là-bas aussi. Oui, oui, on va se voir là-bas. De toute façon, moi, comme chaque année, je serai ouvreur et je vais travailler pour l'organisation pour gérer les motos à l'essai, justement, puisque c'est moi qui ouvre les groupes, Ah oui, d'accord. comme chaque année. Et donc, je serai bien évidemment au Biker Festival. Et la vérité, c'est que vous y êtes et vous avez sans doute, en général, un des plus beaux stands. Et félicitations pour ça aussi. Oui, merci. Voilà Axel, écoute, si tu es d'accord, moi je vais passer à la suite, à savoir que notre ami Thierry nous a ramené un petit sujet pour amateurs de vieilles motos, mais surtout de vieilles motos, pièces motos, à savoir que c'est une bourse d'échange, donc c'est Moto Rétro Famen Ardennes. Et donc Thierry a été un petit peu farfouillé là-bas, faire quelques images, et je vous lance ce sujet tout de suite. Salut Pascal, bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Ça ne peut aller que bien évidemment. Je pense qu'un président heureux pour l'instant, en tout cas. Tu es président, trésorier Trésorier, tout à du fait. club Moto Rétro. Famen Ardennes. D'accord. Une fois par an, c'est le rendez-vous de début d'année. Oui, tout C'est à fait. l'occasion de serrer des pinces. Oui, monde s'approuve. beaucoup. Faire la biche aussi, Oui, parce que voilà. c'est à la vôtre. On n'est plus dans le mode Covid, donc c'est parfait. Exactement. Et en fait, ici c'est une bourse moto. Oui. On voit les passionnés. Je ne sais pas, il doit être 10h30, 11h du matin. Oui, il est pratiquement. Et donc, et ça rentre. et ça rentre, oui. Et donc, c'est un gros succès de foule, comme d'habitude. Alors, on a de tout ici. Hein. On a des motos plutôt modernes. Enfin, quand je dis modernes, Oui, on en est tout quand cas, même, on essaie de s'arrêter en 1980. voilà, c'est un petit peu notre barrière mais pour alors, l'instant. on a des choses, évidemment. Et qui on a datent, quelques motos. d'avant-première guerre. Hein. Motos d'exception, on peut Oui. même dire. Il y a Ah oui. quelques motos qui sont très très rares. Il y a entre autres un collectionneur qui est venu avec une moto il y en a 2 en France. Donc c'est une moto française. Il y en a, trois répertoriés en France, D'accord. dont une qui a quitté les frontières pour venir ici en Belgique et qui est en vente ici en Belgique. D'accord. Bon, ben, soyons pas chauvins. Merci à notre ami français de l'avoir amené. Tout à fait. Mais il y a plein de belles choses. Il faut prendre le temps, évidemment, parce que il y a combien de mètres d'allée en tout ici? On est à, je crois que c'est 1,5 km d'exposants en façade, sur 2,50 m dans le dos. Donc, faites vite le calcul en mètres carrés, ce que ça peut représenter. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On peut entre guillemets se vanter d'avoir un club très dynamique qui a la plus belle bourse en Belgique. Ce ne nous vient pas de nous, c'est les exposants qui nous le disent, qui sont très contents de venir. D'accord. Et le club, en tout cas l'ensemble du comité, mais aussi des bénévoles, sont fiers de garder cet esprit de bénévolat et de satisfaire les gens qui viennent nous rendre visite. Ouais.
Eh bien, en fait, j'ai vu à l'entrée qu'il y a un panneau qui reprend les affiches des 20 dernières années et déjà l'affiche de l'année prochaine. Donc, on va continuer. Mais oui, on peut dire qu'on va continuer. On est toujours un petit peu... D'habitude, on se donne 1 mois ou 2 ou 3 mois pour un petit peu dire on souffle. C'est pas évident parce que bon, plus le temps passe, plus ça devient compliqué. Tout à fait. Et donc, mais c'est bien parce que je m'aperçois que la moyenne d'âge est relativement élevée, mais il y a aussi des jeunes. Il y a des jeunes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on se dit que ça pourra encore continuer longtemps. Tout à fait. En tout cas, c'est notre objectif, c'est d'essayer de promouvoir le club vers les jeunes, ce qui n'est pas facile. On est beaucoup plus laxiste, entre guillemets, dans nos 2 sorties annuelles où normalement c'est réservé pour des véhicules avant 1960. Et voilà, un jeune qui vient avec une moto de 62, 63, voire même de 1970, un vélo-moteur au lieu d'une moto, il sera accompagné, il sera encadré, tout comme un motard. Donc il y a des balades qui sont organisées, et ça on peut le retrouver sur votre site. Sur le site, tout se trouve sur le site. Donc on organise en général 2 balades, donc une au printemps, donc début mai, 2e week-end de mai, une seconde, 2e week-end de septembre, et on élargit un petit peu notre panel. Cette année-ci, nous avons fait aussi une balade hivernale pour commémorer le 80e anniversaire de la guerre. Il faut quand même se rendre compte qu'ici à Marchand-Famenne, l'offensive s'est arrêtée pas très loin d'ici. Bien sûr. Et voilà, on a fait une petite sortie d'une 60aine de kilomètres avec des véhicules avant-guerre, essayer d'être habillés en tout cas le plus proche possible avec des habits d'époque. Et on s'est arrêté à 7 endroits de mémoire pour dire que voilà, ça s'est passé et on est fiers aussi de collaborer dans ce style d'événement. Je vois que la passion reste intacte. Pascal, merci. Reste avec un immense plaisir de votre visite. On va encore faire un petit tour pour essayer de faire découvrir aux téléspectateurs qui ne connaissent pas, aux Liégeois qui ne connaissent pas, entre autres, qu'il faut venir faire un petit tour ici. Même si on n'est pas passionné de moto, il y a de belles choses à voir. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, et puis le soir je me souviens, sous les guinguettes comme on chantait, le cœur bercé de doux refrains. Et c'est parti pour cette séquence actu, la première de l'année 2025. On commence tout de suite avec Triumph Motorcycle qui a dévoilé la nouvelle Speed Triple 1200 RS pour 2025. Plus puissant que jamais, le moteur 3 cylindres de 1160 cm3 de Triumph offre une accélération et des performances implacables. C'est à ce jour la moto la plus puissante de la gamme Triumph. Le design audacieux de la Speed Triple lui confère une allure encore plus sportive et des détails ciblés incarnant la puissance et la présence. Elle sera disponible dès le mois d'avril 2025. On se réjouit de la voir, mais surtout de l'essayer. MV Agusta célèbre son 80e anniversaire. Depuis le 19 janvier 1945, MV Agusta crée des chefs-d'œuvre sur 2 roues, imprégnés d'innovation et de beauté, et fièrement fabriqués à la main en Italie. C'est une étape remarquable qui raconte une histoire unique d'innovation, de passion et de succès dans le monde de la moto. Depuis 1945, MV Agusta est synonyme d'excellence en matière de design, d'ingénierie et de course de moto. Pendant 8 décennies, la marque basée à Varese a établi de nouvelles normes de qualité et de performance tant sur les circuits, avec un record inégalé de 75 titres mondiaux, que sur la route en devenant une icône de style et de l'artisanat italien. Depuis sa création, MV Agusta incarne les valeurs d'innovation, de précision et de dévouement en créant des modèles qui sont entrés dans la mythologie du motocyclisme. Chaque moto conçue est le résultat d'une passion durable pour la performance, la perfection technique et l'exploration esthétique. Principes fondamentaux d'une philosophie qui continue d'inspirer des générations de pilotes et de passionnés dans le monde entier. Joyeux anniversaire MV.
Début janvier, Harley-Davidson a présenté une sélection de modèles de sa gamme moto 2025. Ces motos sont disponibles dès aujourd'hui chez les concessionnaires Harley-Davidson agréés dans le monde entier. Harley-Davidson a également annoncé le Harley-Davidson Factory Custom Paint and Graphics, un nouveau programme proposant des peintures et des graphismes très recherchés sur certains modèles de moto. En plus des différents modèles 2025 présentés, la marque de Milwaukee a dévoilé sa 26e déclinaison annuelle de la collection Custom Vehicle Operation CVO en édition limitée. C'est reparti, les semaines salon Kawasaki, cette année encore, profitez de promotions exceptionnelles sur plusieurs des modèles 2025. Passez chez votre concessionnaire officiel Kawasaki et découvrez des avantages pouvant aller jusqu'à 1100 €. Les concessionnaires se feront un plaisir de vous informer sur les promotions et de vous aider à trouver la Kawasaki qui vous convient le mieux. Les semaines salon Kawasaki auront lieu du 1er janvier 2025 au 17 février inclus. Zelos est heureux et fier d'annoncer l'arrivée de Mark Renner-Schmidt dans l'équipe des Zelos Black Knight. Le quadruple champion du monde de supermoto bénéficiera de l'accompagnement de Zelos à compter de 2025, année où il partira en quête de son 5e titre S1 GP d'affilée. Cette nouvelle union reflète l'importance de la discipline du supermoto pour Zelos, qui fait également rouler le numéro 1 belge et numéro 6 mondial, Romain Kevers. Elle souligne aussi la valeur de la structure choisie par l'un des plus grands pilotes de l'histoire de supermoto. Enfin, BMW a annoncé de nouvelles caractéristiques techniques pour les BMW R18 et R18 classiques, mais aussi de nouvelles finitions de peinture, de nouveaux accessoires et d'équipements en option pour tous les modèles R18. Encore plus de plaisir de conduire, tel était l'objectif lors de la révision des BMW R18 et R18 classiques. La marque bavaroise a affiné le style de design, ajouté de nombreuses améliorations en termes de détail et de confort, et rendu la R18 encore plus agréable à conduire, grâce notamment à une roue arrière de 18 pouces. Outre des finitions et des équipements totalement inédits, les BMW R18 Octane R18B et R18 Transcontinental ont également fait l'objet d'une refonte technique visant à aligner l'ensemble de la gamme R18 sur la norme Euro 5+. Quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle séquence actu. Nous revoilà sur le plateau et je suis en compagnie de Alex, mon cher associé et caméraman et essayeur. Bonjour. Avec lequel nous avons été invités il y a quelques jours à une soirée un peu particulière, à savoir que c'était la soirée de présentation officielle du marque ELF, marque VDS Racing Team. Et donc ces invitations nous ont été, on nous les a fait parvenir via Mario Cuper et Gaëtan Skins, qui sont tous les deux, je vais dire, les deux acteurs majeurs que sont, c'est la direction du KM99, donc c'est une équipe qui court en championnat du monde d'endurance, et dans la catégorie supérieure, donc vraiment en full, c'est des motos vraiment extrêmement préparées. Ils ont fait un podium l'année passée, ça ne fait seulement que 2 ans qu'ils sont là, et en fait le KM99 a été intégré au VDS Racing Team. Alors on va dire plutôt que la base du KM99 reste la même, on reste chez Yamaha, mais on vient implémenter des compétences de chez marque VDS pour pouvoir tout simplement viser le titre et aller taper encore plus fort avec le KM99. Et ça, c'était quelque chose qui, à la base, était une surprise. Bon, maintenant, vous le savez tous parce que c'est sorti, mais globalement, c'était une surprise. Toi, tu t'attendais à quoi quand on est arrivé ? En fait, je m'attendais simplement à la présentation de l'intégration du KM99 au ELF marque VDS Racing Team. Ouais. Mais on n'a pas eu que ça en fait, pour cette présentation. Non. Parce qu'en fait, c'est une présentation qui est un petit peu plus globale. À vrai dire, c'était la présentation officielle marque VDS Racing Team qui finalement intègre le KM. Mais en fait, ce n'était pas... Alors, c'était une annonce pour le KM, mais le KM ne devient pas non plus... Enfin, c'est un soutien, c'est de l'expertise, c'est sans doute un peu de personnel aussi, mais on était clairement, tout simplement, à la présentation de marque VDS Team, à savoir qu'ils ont présenté les pilotes Moto 2. Oui, absolument. Ils ont présenté leurs pilotes en Superbike. Absolument. Et le KM99 dans sa globalité. Tout à fait. Donc, globalement, c'était vraiment une présentation. Alors, c'était au château de Modave. Alors, en quelques mots, tu nous décris un petit peu ? Effectivement, je crois qu'on y est allé un petit peu, j'allais dire, pas spécialement avec les pieds de plomb, mais bon, c'est vrai que c'était une journée où il faisait très froid et c'était assez tardif. On était malades tous les deux. On était malades tous les deux, surtout. Toujours malades. Voilà, on était malades tous les deux, donc c'est vrai que c'était un petit peu... fallait se motiver pour y aller, sans trop savoir à quoi s'attendre.
Non, ça, on ne savait pas. Non. Puis on est arrivé au château de Modane dans un lieu qui est somptueux, tout simplement, en présence de beau monde. Il y avait beaucoup de monde quand même. Ouais. À un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas plus de pilotes, que d'invités. Oui, je pense qu'il y avait énormément il y avait plus de pilotes. Ouais, avec tous, avec leurs petites amies, famille et tout. C'était assez fantastique. Oui, et puis bon, donc on a eu cette présentation qui finalement a duré une petite heure. On a découvert les nouvelles motos avec les nouvelles livrées d'ailleurs. Ouais. Personnellement, je trouve la KM 99 en version VDS absolument super. Oui, tout à fait. Puis disons que le bleu, bah oui, bleu, il y a, mais au moins il y a déjà l'Yart, il y a déjà assez d'équipes qui roulent en bleu. Voilà. Et là, ici, on a vraiment une lignée dédiée, une livrée dédiée, pardon. Oui. Et pourtant, moi qui ne suis pas fan en Moto 2, par exemple, de la livrée, enfin bon, chacun ses goûts, mais sur la KM99, je trouve que vraiment la livrée est somptueuse. Ça lui colle bien. Bon, le line-up, bon, bah alors donc on reprend en Moto 2, donc il y a Philippe Salach qui intègre l'équipe. Jake Dixon. Il y a Jake Dixon aussi qui, lui, de manière évidente, s'il est là, c'est parce qu'on vise lui pour le titre. Tout en sachant que Salach est quand même vachement... c'est pas n'importe qui, c'est un petit qui monte. Puis on a eu la présentation avec la Superbike. Absolument. De Sam Laos. Tout à fait. Alors à chaque fois, comme toi, on se regarde parce qu'on ne sait pas si c'est Alex ou Sam. Avouons. Donc c'est Alex qui roule sur une Ducati. Non, c'est Sam. Sam, oui. C'est Sam. Oui, Alex roule. Alors ils roulent tous les deux en fait en Superbike, ce qui complique un peu les choses. C'est que donc vous avez Sam qui est sur la 22, et donc c'est Kawasaki. Non, c'est encore en train de tout mélanger. C'est Alex qui est sur la Kawasaki, et c'est Sam qui est sur la Ducati. Oui. Ok. Il faut tout lui apprendre. Je sais pas, je m'intéresse pas beaucoup à la vitesse, donc voilà. Bon, et puis on a eu les présentations officielles des couleurs du KM. Bon, alors le KM, c'est quand même toute chose, parce qu'on parle quand même de 4 pilotes, donc 3 permanents et 1 de réserve, que vous découvrirez dans la vidéo. Et bon, alors un team d'endurance, il faut quand même compter... aller sur événement entre 30 et 40 personnes quand ils sont sur des courses. Donc, il y avait du monde. Et alors, on a eu droit après, et ça, c'est non négligeable. Au-delà de la présentation, on a été... Alors, c'est non négligeable, même devenu rare, on a eu droit à un dîner de gala. Un dîner de gala, tout à fait. Un vrai dîner de gala. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai moi-même été traiteur pendant 20 ans, traiteur organisateur d'événements. Et donc, j'ai un peu retrouvé tout ce que je faisais avant, les grandes tables, les bouquets de fleurs, les chaises houssées, les bougies partout. Et c'était un peu comique derrière l'autre face de la pièce. Un peu comme moi avec la caméra. Voilà. C'est pareil, c'est pareil. Mais on a passé un repas que moi j'ai personnellement apprécié plus que d'autres sans doute. Mais oui, parce que on a eu un invité de marque à la table en fait. Ouais, on s'est installé à une table. On a été invité à s'installer. Oui, on a été placé à une table. Placé. Et puis sont venus s'installer à côté de nous Monsieur Bosco Scuro et son épouse. Alors, Monsieur Bosco Scuro, pour ceux qui ne... Bon, alors, il y a une synergie Bosco Scuro Speed Up. En fait, Monsieur Bosco Scuro, c'est le créateur de châssis. Donc, le châssis qui a gagné en 2024 avec Ayogura était un châssis Speed Up Bosco Scuro. Et donc, j'ai passé les 2 heures de repas, enfin, nous avons passé les 2 heures de repas avec Monsieur Bosco Scuro et son épouse qui travaille avec lui, qui le suit partout sur tous les GP. Ils n'ont pas d'enfants, et donc ce sont 2 passionnés. Mais alors tomber sur des passionnés à ce point-là, quand on parle de châssis, de rigidité, de tout ça, ça fait des années que qu'Alex domine. Alors c'est la première fois qu'un châssis vient un petit peu bousculer tout ça. Ils auront 8 châssis en piste cette année, et on a vraiment passé un moment exceptionnel, parce que c'est un Italien forcément, un vrai Italien avec toute sa magie gestuelle et ses expressions. Sa femme était sympa et hyper compétente. Donc nous avons passé un super moment. Ouais, tout à fait. Puis on a fait quelques photos avec les pilotes et ceci, cela. Donc merci encore à Marc VDS Racing Team, Elf Marc VDS Racing Team, pour cette invitation. On est vraiment honorés. Et on sera de toute façon, on les reverra à Assen, on les reverra, on sera à 8 heures de Spa, enfin bref, on va les revoir encore et encore.
et donc c'est loin d'être fini. Quelque chose à ajouter ? Non, je crois que c'était très complet et effectivement, très bon moment passé, quoi. Ok. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, en fait, pour la suite de l'émission, je vais vous quitter sur ce plateau. Vous allez découvrir l'interview de Jérôme Martini, que j'ai été interviewé chez lui, du côté de Bastogne, à savoir qu'il avait, forcément, après le Dakar, il avait quelques imprévus et quelques obligations, surtout. Donc, j'ai été l'interviewer, donc Jérôme Martini, seul Belge au départ du Dakar cette année, en catégorie mâle moto. Grand malade. Ouais, terminé 4e, mais très proche des 3 autres. Il avait terminé 2e l'année passée. Donc, on se retrouve chez lui d'ici quelques secondes. Donc, c'est sur cette interview que nous allons vous laisser, en espérant que vous aurez profité de cette émission. N'oubliez pas liker ceci, n'oubliez pas commenter, n'oubliez pas, voyez, dites-nous ce que vous pensez de notre nouveau logo que nous allons décliner. On va essayer d'un petit peu le décliner en plusieurs versions pour pouvoir le mettre sur casquette, t-shirt et tout. Donc, on va sans doute ouvrir assez rapidement une page, un site d'une page Internet sur lequel il y aura le moyen de commander des t-shirts, des casquettes et ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'on nous l'avait demandé déjà depuis un moment. Mais aussi et surtout, il y aura la possibilité de s'inscrire à la newsletter, parce qu'on a une newsletter que vous ne recevez pas tous, bien évidemment. On a beaucoup moins d'abonnés à la newsletter qu'à l'émission. Néanmoins, dans la newsletter, on communique pas mal de choses. On a aussi des actions, on a aussi des concours. Donc franchement, avoir la newsletter, c'est franchement pas mal. Et donc d'ici peu, vous aurez la possibilité de vous inscrire, laisser votre adresse email et l'enlever au premier mail reçu si ça vous dérange. Mais ça arrive et donc ça c'est pour le mois de février, j'espère. Mais de toute façon, je tiens juste à préciser qu'on n'est pas là pour bombarder d'emails, c'est vraiment l'information essentielle. C'est 1 par mois, 2 maximum. Ouais, voilà. S'il y a quelque chose de spécial. S'il y a quelque chose de très important, effectivement, à annoncer. Mais sinon, c'est juste de l'information et c'est toujours bon à prendre. Ok. Donc, voilà. Bon, eh bien, merci encore pour votre écoute. Merci pour votre soutien de 2024 qui nous a fait beaucoup de bien. Continuez, merci. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles images. La saison va commencer. On a quelques sujets sympas qu'on n'a pas pu encore entamer. Bon, alors, ça caille dehors. Néanmoins, on a déjà quelques essais, dont, on peut l'annoncer, la CF 450. Oui, hein. Voilà, donc il y aura la CF 450 MT qui sera dans le prochain. Alors, cette année, on va essayer de s'intéresser aussi un peu plus aux aux cylindrés mid-size, les 400 et ce genre de choses. On a remarqué qu'il y a quand même un intérêt particulier sur ces motos. Moi-même, je les ai quittés il y a un petit bout de temps et il est temps que je remonte dessus pour un petit peu savoir ce que ça représente. Et en plus, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent avec de nouvelles machines. Et donc, c'est vraiment le moment de plonger là-dedans. J'aimerais aussi plonger sur Harley, mais c'est un autre sujet. Donc, on vous laisse ici, on se retrouve le mois prochain. Carter et Piston vous remercie. Et d'ici là, gaffe sur la route. Gaffe sur la route. Bonjour et bienvenue chez notre ami Jérôme Martini, seul Belge engagé cette année en 2025 au Dakar et engagé en catégorie moto mâle. Donc ça, il va un petit peu vous l'expliquer. C'est ton 4e Dakar, c'est bien ça? Exact. Ok. Alors en fait, moi j'ai voulu un petit peu rendre l'info plus... Voilà, je voulais, comme je te l'ai expliqué, que les gens comprennent un peu mieux ce que c'est un pilote du Dakar. Comment ça se prépare, comment ça se motive. Et donc, j'ai un peu toutes sortes de questions à te poser. D'abord, félicitations, puisque tu as quand même terminé ton 4e Dakar. Ouais. Donc, ça, c'est chapeau. Le premier date de quand? C'est 4 qui suivent, donc 2022. Ok. Bang, bang, bang. 23, 24 et 25, ici, qui vient de se terminer. Ok. Alors, ici, on est dans la région de Bastogne. Qui est à mon avis un terrain d'entraînement plutôt sympa. Pour la moto tout-terrain, oui. Maintenant, pour le Dakar, non, je ne sais pas m'entraîner en Dakar ici, mais bon, voilà. Alors, c'est une question simple, mais est-ce que tu fais du vélo, toi? Oui. Ouais. Du VTT? Les deux, ouais. Ouais.
Bah, en général, tout pilote moto qui veut surtout pour tout ce qui est endurance, il faut. C'est vrai que le vélo reste un des sports les plus adaptés à pouvoir s'entraîner pour la moto. Hein. Oui, et puis pour la petite anecdote, je pars, donc on est ici tout près de Bastogne, je travaille à Liège, je suis pompier professionnel à Liège. Ouais. Je pars en vélo travailler, donc je fais Bastogne, Liège, Bastogne. Quand le temps le permet, je pars travailler en vélo. Ok, c'est bien. Ouais, oui, pompier en même temps, c'est aussi un métier. Alors j'en connais quelques-uns. C'est un très beau métier et c'est un métier d'engagement physique permanent. Il faut pouvoir être là. Donc c'est un métier qui permet aussi cette souplesse, entre guillemets, de pouvoir. Enfin, j'imagine que tu as dû t'organiser et faire tout ce qui allait avec, mais ça reste envisageable de pouvoir faire le Dakar et d'avoir un boulot à plein temps aux pompiers, où tu demandes des congés sans solde, des genres de choses ou pas? Non, du tout. J'ai la chance que cette année, justement, l'intercommunal m'a aidé. Donc la zone m'a aidé, donc ça c'est top. Et voilà, au bureau, ils sont habitués depuis 4 ans à me suivre pour le Dakar. Donc oui, j'arrive à placer mes congés pour pouvoir partir au Dakar. On s'arrange, tout va bien de ce côté-là. Donc oui, c'est sûr que c'est un avantage. Voilà, j'ai des gardes de 24 heures, puis j'ai 72 de repos. Donc voilà, j'ai pas trop de gardes de congés à prendre. Il m'en reste encore pour l'année. Ouais. Donc ça c'est bien. Et d'où te vient la passion de la moto? Est-ce que tu sais précisément quel jour, à quel moment, un truc t'est tombé sur la tête et tu t'es dit j'ai envie de faire la moto? Je suis né là-dedans. Ouais. Je suis né là-dedans, oui. Mon papa roulait en moto, mon parrain roulait, il roule toujours d'ailleurs. Ouais, on est dans une famille de motards, donc... Ouais, c'est Obélix, t'es tombé dedans quand t'es petit. Voilà, oui, il n'y a pas eu un jour ou un moment qui a déclenché que... voilà, je suis né dedans, comme on dit, comme mes 2 gamins sont nés dedans et ils roulent tous les 2, donc voilà, c'est la logique des choses. Hein. Ok, donc tu roules en moto depuis toujours? En gros, oui. Ok. Voilà. Et jamais eu d'intérêt pour d'autres disciplines? Tu as commencé à faire du cross, j'imagine? Oui. Okay. Ouais, j'ai commencé à 5 ans, plus ou moins, comme tout le monde. Motocross, jusqu'à mes 15 ans, je ne roulais pas tout le temps. Je ne roulais pas beaucoup, même. Et puis, une fois que j'ai eu 15 ans et qu'on pouvait participer à un championnat, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de championnat pour les petits. Et bon, j'ai gagné la première course, et puis voilà, c'était parti, on est parti. Puis quand j'ai eu l'âge, j'ai fait 9 ans d'enduro, parce que je voulais faire de l'enduro. Et puis, voilà, je suis revenu au cross pour des raisons familiales. C'est plus facile à suivre avec les enfants, avec madame. Donc, et puis maintenant, voilà, le plus grand roule depuis 2 ans, et le petit, il va bientôt commencer, je pense. Donc, je pense qu'il va bientôt falloir ranger le casque pendant l'année, et alors on le sortira juste pour l'hiver si on repart au Dakar. Quand les enfants deviennent une forme de continuité de sa propre passion, c'est sûr que malheureusement, il faut faire des sacrifices. Et puis, en fait, c'est eux qui prennent le dessus doucement mais sûrement. Quoi. Bon, alors, je ne te souhaite pas ça tout de suite. De toute façon, ils sont un peu trop jeunes. Hein. Enfin, oui, mais tu peux déjà y aller. Hein. Mais voilà, ça ne me dérange pas. C'est déjà dans un coin de ma tête. Je suis prêt à ça. Et de toute façon, je ne veux plus me consacrer tous les week-ends à rouler en moto et à me préparer pour ça. Parce que je dois déjà me préparer beaucoup pour le Dakar. Et si je dois encore me préparer pour le cross pendant l'année, je suis fatigué de ça. J'ai fait des années. Bon, maintenant, j'ai 37 ans, donc je commence, je me laisse aller. Je roule un peu le samedi en 125, mais je roule parce que j'ai l'expérience, j'ai la force de tenir la moto, mais je ne m'entraîne pas du tout pour ça. L'année passée, j'ai rodé la moto aux entraînements, donc voilà, je fais ça pour rester actif. Et puis voilà, c'est vrai que derrière une grille de départ, ça me manque un peu, aller un peu au contact des autres et tout ça, mais voilà, ça devient plus pour rester comment je veux dire, s'entretenir, quoi. Voilà. Ouais. Et à ce propos, tu me parles de préparation, donc apparemment, tu te prépares, il te faut à peu près un bon 6 mois de préparation pure avant de te lancer. Ouais. Enfin, chaque année, tu as 6 mois cool. Ouais, je 6 mois. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Je me mets 6 mois open, on va dire, où là, je profite, je fais la fête, je fais attention à rien, je vis, je profite de tout. Et puis à partir du 15 août, c'est une date que je me suis fixée comme ça, là, je stoppe tout. Ouais. Et puis de toute façon, les inscriptions du Dakar sont déjà lancées.
Donc j'ai fait ma recherche de sponsors et tout ça, donc ça suit, et puis voilà, et puis plus ça avance, et bien plus on fait vraiment attention à la nourriture, les sorties, j'en fais plus. L'alcool, ouais, je bois une bière de temps en temps, mais je ne bois plus. Voilà, je me prépare pour ça, parce que comme on le sait, c'est la course d'endurance la plus dure au monde, et j'ai la chance d'y participer, et je peux pas rater ça, donc je dois le faire comme il faut. Non, de toute façon, quitte à y aller, autant le faire à fond, quoi, voilà, ça c'est sûr. C'est sûr. Ok, et donc, est-ce que le premier était le plus dur? Non, du tout. Le premier était facile. Moi, je l'avais dit en rentrant, je dis, c'est facile. Mais j'étais prêt, je m'étais bien préparé pour ça, j'étais au taquet. Et finalement, j'ai appris plus tard qu'effectivement, il était facile. Beaucoup de pilotes, c'était plein, que c'était facile. Donc l'année après, on a eu beaucoup plus de difficultés parce qu'on a eu du mauvais temps, beaucoup de pluie. Donc là, ça a rendu les choses plus compliquées. T'étais déjà en mal? Non, j'ai fait les 2 premières années avec une assistance. Donc là, ça a été dur aussi psychologiquement. Et puis pour le troisième, j'avais l'idée d'aller en mal, c'était dans un coin de ma tête, pour plusieurs raisons. Pour la raison que c'est des guerriers, c'est des aventuriers, et moi je veux pas aller plus vite, je veux pas prendre de risques pour pouvoir aller chercher la petite bête un peu plus loin. Donc je me dis, tiens, dévier en mal moto, être un aventurier et être un guerrier, comme ils disent, ça me convient mieux. Donc je l'ai fait, un peu dans l'inconnu, parce que si j'ai un gros problème mécanique, ça va être compliqué, parce que j'y connais pas grand-chose. Je sais entretenir la moto, je le fais sur mes motos ici. Je sais entretenir une moto, mais si je dois ouvrir un moteur, là, ça va se compliquer. Donc bon, ça s'est travaillé. Je l'ai travaillé un petit peu chez Damien, chez Enquetti. On a travaillé sur la moto ensemble, on l'a préparé ensemble. Donc je connais la moto de rallye. En fait, rappelle-toi, surtout pour les téléspectateurs, en fait, on s'était rencontrés il y a juste un an, un peu plus, parce qu'en fait, on t'a rencontré sur un coup de bol chez Enquetti. Tu étais venu chercher ta moto parce qu'elle partait. Et en fait, on s'est croisés, on s'est assis 5 minutes, on a fait une petite interview de rien du tout. Tu étais à la bourre, nous on finissait l'émission, et donc on s'est rencontrés. Et je me suis dit, c'est pour ça que cette année, je ne lâche pas, on va le suivre. On a essayé de faire notre maximum pour relater tes réseaux, entre guillemets, puisque j'ai relaté un maximum tes réseaux. Donc c'est Jérôme Martini sur la route du Dakar. Ça, c'est sur Facebook. Oui, c'est sur Instagram. Sinon, c'est sur ma page Facebook, Jérôme Martini. Jérôme Martini, classique. Ok. Voilà, si vous voulez l'URL, si vous voulez, c'est sur Facebook ou Instagram, bien évidemment. Bon, voilà, en fait, je voulais t'interviewer, je voulais aussi un peu mieux comprendre. Alors, l'entraînement pendant ces 6 mois, forcément, tu dois travailler le fond, tu dois travailler l'explosivité, tu dois travailler... ce programme se compose en combien? Est-ce qu'il y a de la salle dedans? Il y a forcément du renforcement musculaire, tout ça. Tu peux nous expliquer brièvement la structure d'un entraînement Dakar? La salle, j'en fais pas beaucoup parce que c'est vraiment pas mon truc. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Oui, je comprends. Je me force de le faire. Donc pour faire un peu de renforcement et tout ça. Et puis bon, là, quand il fait super mauvais, on est content d'aller à la salle. Mais je fais beaucoup de vélo. Donc pendant l'année, à partir d'avril, quand les journées sont pas trop mauvaises et qu'il pleut pas, là je pars en vélo travailler. Donc ça me fait déjà un bon entraînement. Il me faut plus ou moins 4 heures pour aller et 4 heures pour revenir. Donc ça fait déjà une belle sortie de fond. En kilomètres, c'est? J'ai 90. 90 allées. Pour aller, ça va, mais c'est pour revenir que c'est un peu plus compliqué. C'est bien de parler de la distance, mais si c'est quand on parle du dénivelé que ça pour remonter, de Liège à la Baraque Fréture, ça monte. Donc en fait, tu t'entraînes, tu rentres et tu t'es entraîné, quoi. Oui, mais voilà, ça reste de l'entretien. Mais je pense que je suis prêt déjà toute l'année, en fait. Du fond, j'en ai, je l'ai encore vu cette année. On arrivait presque à la fin du Dakar, que moi je disais dans mes vidéos, on aurait dû mettre une 3e semaine, moi je suis chaud, je suis reparti. Là. Je l'ai partagé cette vidéo, je disais, mais je suis en forme. Parce que la première semaine a été très compliquée, on a vraiment été cassé par les longueurs des spéciales, par le temps,
Et donc là, la première semaine a été très dure. Là, j'ai pris un gros coup. Même la journée de repos ne m'a rien fait. Le lendemain de la journée de repos, on a eu une journée énorme avec 606 km de spécial. Alors après ça, on était cuits. Et puis, au fur et à mesure... 600 km de spécial. De spécial, oui. Donc il y avait encore, je ne sais plus combien de liaisons. Donc on a peut-être une journée à 800 ou 850 km. Et ça représente combien d'heures sur la moto? Oh ben là, on est parti, à mon avis, sûrement 12 heures. Hein. J'allais dire. Parce, Parce que déjà, faire du 50 km/h de moyenne, enfin, ça dépend du terrain, mais... Maintenant, les spéciales, quand c'est des longues spéciales, c'est plus rapide. Mais Ouais, bon, plus rapide ne veut pas dire que c'est plus facile, parce que pour avoir du rapide avec des pierres, et justement, c'est dangereux, on est crispé. Et puis, puis le corps a subi déjà tout ce qu'il a subi avant. Donc, voilà. C'est même plus dangereux dans du rapide parce que... Oui, clairement, c'est plus dangereux. S'il y a une note qu'on oublie ou une cassure ou quelque chose... Et puis on en a vu effectivement, tu fais des tout droits, tu es tout droit pendant 10 km, puis il y a une pierre, exact. Et si tu n'es pas focus... Et puis si on n'est pas sur la bonne trace, donc le danger n'est pas renseigné, si on est décalé de la trace, donc c'est là qu'on monte les jambes en l'air et que ça peut des fois être fatal. Donc voilà. Ok. Cette année, à quelle partie t'en as le chier le plus? Comme je viens de le dire, la première semaine. Se mettre dans le bain, se mettre dans le riz. Et puis ce qui a été compliqué, c'est que j'ai pas roulé en rallye cette année, enfin en 2024. Je suis rentré du Dakar, la moto a fait dodo chez Damien, et puis on s'est dit, bon, je repars. Donc on a préparé la moto. J'ai pas été roulé avec, parce qu'on l'a préparé assez tard dans l'année, et je suis remonté dessus là-bas. Je me dis, c'est rien, je vais aller rouler là-bas, ça va aller. Mais là, je me suis rendu compte que la moto, elle est pas la même. La moto, c'est un gros bébé. Le roadbook, ça a été compliqué les premiers jours parce que le cerveau n'était pas assimilé à ça. Il n'y a rien à faire, il faut être dedans. Donc les premières spéciales ont été quand même compliquées et on avait du gros d'entrée de jeu. Donc on avait la première spéciale qui était déjà plus de 400 km avec des pierres et tout ça, où là, on se dit, ouais, ok, ça va être costaud. Et puis on partait directement pour les 48 heures chrono. Donc 48 heures chrono, donc c'est 950 km en 2 jours. Ouais. La première journée, j'ai fait 600 km. J'ai achevé de nuit. Parce que pas de chance, ils improvisent des petits bivouacs. 6 petits bivouacs, je pense. Ils savent dire plus ou moins où on va arriver. C'est un truc de fou. Ils savent tout calculer. Et donc ils avaient improvisé qu'on serait... voilà. De toute façon, vous êtes tous balisés. On est tous balisés. S'il y a un problème, on appuie sur un bouton, ça appelle Paris, qui nous répondent. C'est pour ça la sécurité, c'est top. Donc, pas de chance. J'ai achevé de nuit, là. Bon, voilà, je suis passé juste avant la barrière horaire du bivouac avant. Donc, ils m'ont fait signe, OK, tu peux continuer. Sauf qu'il y avait encore 50 bornes pour arriver au bivouac après. Et la nuit tombe vite. Et les 20 derniers kilomètres, je les ai eus de nuit. Et là, ça a été catastrophe. Oui, parce que la nuit, j'ai dû enlever mes lunettes puisqu'on roulait avec des verres fumés. La tablette qui me lumait dans le visage, je ne voyais rien, donc j'ai dû m'arrêter, couper la luminosité de la tablette. Et puis je suis arrivé à un endroit où ça jardinait beaucoup, comme je ne regardais pas du tout mon roadbook parce que j'étais complètement en train d'essayer de trouver une trace et surtout ne pas m'en mettre une, comme on dit. Ça a été les 20 km les plus durs pour moi, et surtout tout qui défile, on se dit mince, j'étais bien, et là je suis en train de perdre gros. Tu peux planter ton Dakar avec... je savais que là j'ai perdu gros sur cette spéciale-là, mais bon voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. De toute façon, tout pilote qui participe au Dakar, forcément, on se tape une galère. On a toujours une... il n'y a personne qui se dit, tiens, non, moi j'ai fait le Dakar, ça a été nickel. Des galères, en fait, vous êtes là pour. Et quoi qu'il en... Enfin, c'est pas possible de ne pas avoir une galère. Donc là, la journée était très longue, 600 bornes, rentrée de nuit, donc vite monter la petite tente. Là, on dort sur un tout petit matelas, rien du tout. Oui, ça c'est parce que tu es en mal moto. Non, parce que là, on a la 48 heures chrono. Ah oui. Et là, on nous donne une petite tente d'une personne, un petit matelas et un sac couchage, et une ration de l'armée, là, où on a fait une vidéo où je fais à manger, là, c'est des sacs, voilà. Moi, je connais bien, j'en ai bouffé pendant 1 an et demi. Donc là, un peu déçu, j'étais un peu déçu, puis après, voilà, je me suis remis en question, je me suis dit, bon, c'est pas grave, t'es pas tombé, t'es entier, t'es pas mal parce que... Mais t'es stoppé dans un endroit où, en fait, vu les conditions, il est impossible de toucher à la moto. On peut travailler dessus. Mais t'as les outils. On n'a rien. Donc, voilà, on est bien d'accord. Je peux régler un petit problème s'il faut. Mais ça, voilà, j'ai rien eu. La moto, j'ai rien eu à faire. Encore une fois,
nickel. Ah oui, déjà se battre avec les éléments, c'est une chose. Elle était bien préparée, et puis voilà, maintenant chez Damien, on a l'habitude, c'est la 4e fois que je pars, donc on sait ce qu'on doit faire, le câblage, tout est bon, nickel. Enfin, ça m'aide beaucoup, hein, parce que si je pars avec un truc et que ça foire un peu tout le temps. Oui. Ah, c'est sûr que la fiabilité de la moto... donc là, le lendemain, achever les 350 derniers kilomètres. Et puis bon, rentrer au bivouac, la 3e spéciale, je ne me souviens plus. Et puis on partait encore alors pour l'étape marathon. L'étape marathon, c'est à peu près la même chose que les 48 heures chrono. On n'a pas droit à l'assistance. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste qu'on n'aille pas un gros pépin, parce qu'on n'a rien, encore une fois. Donc, mais par contre, on a des tentes de berbères, là, où on peut dormir dedans. Il y a un petit bivouac et tout ça. Donc on est plus à l'aise, on a des douches et tout, parce qu'à 48 heures chrono... Il n'y a rien. Rien. On a gardé le même calbar. Donc voilà. Mais bon, moi je joue le jeu à fond. J'aime bien ça. Écoute, ça fait partie du jeu. Moi personnellement, c'est le genre de truc qui m'excite aussi, quitte à faire ce genre de truc. Ouais. Comme je disais dans la vidéo, j'ai retourné le calbar. Ça ne m'intéresse pas de prendre un calbar avec ou quoi. Voilà, je veux jouer le jeu à fond. Et ça fait partie de l'aventure, c'est le Dakar. Et ça fait 33 grammes en moins à porter dans le sac. Exactement. Et s'il fallait encore prendre la brosse à dents, le dentifrice, voilà. C'est clair. Non, donc voilà. Et puis les 48, donc l'étape marathon qui a été dure aussi. Et donc on a fait une grosse partie en kilomètres spécial la première semaine. Ouais. Donc ça a été très long, très dur. dur. En fait, ils vous ont cassé la première semaine. C'est ce qu'ils font toujours. Hein. Oui. Sauf que là, les 2 étapes à la suite de l'autre, là, ça a été très long. Et voilà, un peu dommage, c'est après avec le recul que je vois. Il s'est passé tout la première semaine et la 2e semaine, il n'y a plus rien eu. Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi en regardant. Les classements étaient faits. Ouais. Et il n'y a plus rien qui s'est joué, en fait. Donc, je pense que pour l'année prochaine, ils ne vont plus mettre les 48 heures chrono et l'étape marathon la première semaine. Ils vont faire un et l'autre, à mon avis. Ils vont remélanger un peu tout ça. Et peut-être mettre un peu du sable au début, parce qu'on a eu le sable les 3 dernières semaines, les 3 dernières journées. Mais tout est fait. Et dans le sable, ils roulent tous bien. Et t'aimes ça? Ouais, enfin, j'y aimais pas trop, mais visiblement, chaque fois qu'il y a des spéciales de dune, je m'en sors pas mal, parce que j'ai le physique et j'y vais un peu plus à l'arrache qu'un autre, parce que je roule jamais dans les dunes. Mais ouais, non, chaque fois, je fais des belles spéciales dans le sable, donc ouais, cette année, je me suis dit, finalement, j'aime bien. Bon, et pour finir, 2026, t'y es ou pas? Ah, 2026, je ne sais pas encore. Ok, c'est en réflexion. C'est en réflexion pour plusieurs raisons. Voilà, il y a ma raison personnelle. Il y a la vie dans la vie. Voilà, il y a les raisons familiales, on va dire. Il y a le budget. Il y a le budget, il y a avec Damien qu'on se remette d'accord sur plusieurs choses. Voilà, parce que si je repars en tout cas, je veux aller faire de la navigation avant de partir et je veux refaire le rallye du Maroc. Parce que partir ici comme ça un peu à l'arrache, j'ai bien vu que j'ai eu difficile cette année à rentrer dedans directement, donc si je veux le faire, voilà, on va se remettre un objectif de remonter sur le podium, bien sûr, en mal, puisque je l'ai raté de peu ici cette année. Mais donc voilà, je veux faire ça, donc fatalement, il faut les budgets qui suivent et il faut les sponsors. Hein. J'ai la chance d'avoir une belle panoplie. Tu as une belle liste de... Bon, il n'y en a jamais assez. Ah non, si je veux faire tout ça, non. Donc voilà, on va voir si on a des nouveaux qui réapparaissent. Mais voilà. Dans la difficulté, alors c'est vrai que beaucoup de monde... alors on dit Malmoto, il est fou. Enfin, il est fou. Non, c'est pour les gens, les passionnés qui veulent faire ça à l'ancienne. Alors, pour que les gens comprennent bien, tu as fait donc 2 fois avec assistance et 2 fois en motomal. Motomal, est-ce que tu peux nous décrire Bon, motomal, donc ça veut dire que tu as une malle. Bon, elle est sizée, ça veut dire que tu reçois... tu ne peux pas dépasser la taille d'une malle classique métal. C'est eux qui la fournissent. Ah, c'est eux qui la fournissent. Et en dehors de cette malle, quand tu arrives, tu as quoi d'autre que la malle? Des béquilles, des choses comme ça? Non, ouais, donc ça, c'est eux qui fournissent. Donc la malle, c'est eux qui fournissent. Nous, quand je vais conduire la moto à Barcelone, je mets tout mon matériel dedans. Ouais. Et eux fournissent un tapis, un pied et les lubrifiants. Et les lubrifiants, qui sont Motul.
Donc c'est pour ça que ça s'appelle Original by Motul. Ok. C'est Motul qui sponsorise les Ouais, malles ok. moto. Je t'avoue que je ne savais pas, mais Donc, c'est voilà. bien de le préciser. Donc c'est eux qui fournissent tous les lubrifiants et ils sont là, d'ailleurs, ils sont là avec un camion laboratoire, ils sont faire analyser l'huile et tout ça. Oui, oui, ils font du développement en Donc, même voilà, temps. ils sont sponsors de cette catégorie. Et à propos de l'huile, tu changes tous les jours? Ouais. Ok. Ouais, parce que bah, Oui, oui, voilà, bah, c'est vu ce qu'elle prend dans la figure. Ouais, mais ça ne bouge pas. Donc l'huile Motul, elle est un peu jaune fluo, et quand je la fais couler, je vois encore du fluo qui apparaît. C'est impressionnant comme les moteurs sont faits pour ça. Aujourd'hui, l'usinage, les techniques d'usinage de moteurs permettent d'abord, tu as remarqué comme moi que le rodage existe toujours, mais est nettement moins important qu'avant. C'est grâce à la qualité des nouvelles techniques pour usiner, quoi. Donc c'est vrai que les moteurs modernes sont faits pour... Bah oui, tu n'as qu'à voir aussi les trucs d'entretien. Hein. Aujourd'hui, tu vas chercher une moto, parfois on me dit « Ah ouais, c'est 12 000, 15 000 ». Je dis « What ? 15 000 ?» Il y a des gens qui font pas ça dans une vie. Ben ici, ils préconisent 30 000 km avant d'ouvrir le moteur. Oui, en l'utilisant drop ici dans le coin, quoi. Mais, ben, c'est ce qu'ils préconisent, non? Ils savent que c'est une moto de rallye, donc... Ouais. Ah oui, pour la moto de rallye. Ouais, pour la moto de rallye. Ah donc, oui, quand même, oui. Donc ils sont sûrs de leur coup. Ouais. Et ici... Enfin, quand tu es en moto mal, pas de risque. Et, non, le moteur, ça bouge pas. Ça bouge pas. Maintenant, voilà, si on respecte tout, donc le filtre à air tous les jours, le vidange d'huile, et puis voilà. Et donc, tu reçois, donc ils te filent ton tapis, ta béquille, un peu nécessaire. Toi, tu reçois ta malle. Oui. Et dans ta malle, alors parce que je ne peux pas comprendre, forcément, dans tes consommables, il y a des pneus qui ne rentrent pas dans la malle, il y a des keychains, il y a des bazars comme ça. Donc on a droit, ils ont un bac, il y a 2 semi-remorques où chacun a un bac. Donc cette année, il y avait une nouveauté, c'est qu'on avait droit qu'à 6 trains de pneus et une paire de jantes. Donc 6 au total. Okay. Donc là, on met nos... Pénalité si tu en prends un 7e? Voilà, si on veut un 7e, on a une pénalité de 10 minutes, je pense. Oui, quand même. Mais on y est tous arrivés avec nos 6 pneus. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des spéciales qu'on partait avec des pneus qui étaient bien usés et que les autres avaient des nouveaux. Oui, et puis si tu crèves, tu peux arriver aussi dans des situations de merde. On ne crève pas, parce que c'est des bimousses. Oui, oui. Donc il faut gérer les mousses aussi, mais enfin voilà. On est tous arrivés avec ces 6 trains de pneus-là. Et alors, plaquettes, tout ça. On a droit à 2 sacs. 2 sacs d'habits. Ok. Donc, et alors, encore, on a droit à un sac pendant la première semaine. Et le deuxième sac, il le garde de côté. Et on peut le récupérer la journée de repos. Comme ça, on se reprépare un sac pour repartir la deuxième semaine. Donc, on a droit à un sac pendant la course. Notre je fais ça en vacances. Quand je pars une semaine à 2 sur une moto, en fait, j'ai fait ça en crête. Je fais mon sac, je fais le tour en une semaine, je repasse par mon sac, je vire tout ce qui est sale et je repars pour une semaine avec le reste. C'est le même principe, sauf que moi, c'était la Crète et toi, c'était le Dakar. Ben ouais. Donc, voilà. Mais bon, donc, mal moto, tu es quand même en possibilité de te trouver face à des situations que tu ne peux pas régler. Ça veut dire que l'abandon est beaucoup plus près qu'un autre, ou pas? Parce que tu plies une fourche, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux aller en chercher une quelque part. Ok. Oui, donc il y a une entraide et tu peux... Il y a juste qu'on doit tout faire nous-mêmes. Oui. Donc voilà, personne ne peut intervenir sur la moto, sauf un autre pilote en mal moto peut t'aider. Mais des pièces, on peut aller en chercher dans le paddock. Ok, oui. Et cette malle, alors, elle contient quoi? Ben, j'ai mes outils personnels, j'ai toutes mes pièces de rechange. Des compresseurs, ils te filent ça? Oui, ils filent l'air et les 2 machines à pneus. Ok. Pour tout le monde. Donc j'ai ça, donc mes outils, pièces de rechange, parce qu'il ne faut pas penser, on change quand même pas mal de pièces. Oui, ben oui. Mais tout ça, je le sais à l'avance, donc je prends tout ce que je sais que je vais changer, je les prends avec moi. J'imagine que c'est programmé et que tu Sauf si, voilà, admettons, je casse un phare, eh ben, je dois aller en chercher un parce que j'en ai pas avec moi. Ouais, okay. Mais j'en trouverai un et je le changerai. Et des risques, on n'en a pas beaucoup plus qu'un autre, parce que si on tombe en panne dans spécial, que j'ai une assistance ou pas, ça ne change rien. Non. L'assistance, elle n'est pas volante, elle reste au bivouac. Donc, il faut quand même se débrouiller pour rallier l'arrivée. Donc, c'est vraiment au bivouac où là, le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour où j'ai fait ma dernière vidange, j'ai réussi à arracher un filet. Donc,
Ah, c'est pas Le vrai. dernier jour. Et en général, tu dis des gros mots à ce moment-là. Ah, exactement. Ouais. Mais bon, voilà, j'ai essayé de rester zen, je me dis, c'est pas grave, on va refaire un filet, on a retardé, voilà. Ouais, il y a pire dans la vie. Tandis que là, ben voilà, c'est le mécano qui l'aurait fait, mais Ouais. ça fait partie du jeu, et ça c'est moi, ça, parce que je serre trop fort, il faut toujours qu'il m'arrive un petit quelque chose, mais Oui, le filet de trucs, c'est toujours, en fait, on ne sait jamais très bien. c'est des détails. Oui. Bon, et Donc, ton voilà. cœur, qu'est-ce qu'il dit? Si tu pars en 2026, admettons que tu le fasses, mal ou sans mal? Oh, mal. Mal? Ouais. Bon, tu as terminé 28e au général. 26. Excuse-moi, pardon. 26, toutes mes excuses. 26 au général et 4e en mal. Ouais. Donc, malheureusement, alors, l'année passée, tu étais 2e, non? Ouais, 2e en mal. Ouais. C'est une déception? Bon, si je peux retenir une petite déception, parce que moi, c'est jamais parfait, donc on peut dire ça, oui. Rater le podium, maintenant, ils étaient plus forts, point barre. Oui, enfin, L'année passée, je fais 25 au général, je fais 2 en mal. Cette année, je fais 26 au général, 4e en mal. Vous étiez fort proche, non? Non, bah, du 3e, oui. Et par contre, les 2 premiers, c'était bien fait la malle. Ouais. Cas de le dire. Mais c'est des mecs qui ont beaucoup d'expérience. Celui qui gagne, c'est un Roumain, Gines, qui faisait son 15e Dakar, qui a gagné déjà 2 fois en mal. Donc c'est un mec qui roule vite, surtout dans les pierres. Donc la première semaine, il a fait le job. Il a pris des risques aussi. Ouais. Ouais, oui et non, parce que bah, il a raté 2 Dakar sur 15. Donc c'est qu'il sait gérer quand même. Ouais. Et puis deuxième, on Enfin, il y avait... a toujours une prise de risque, on est d'accord. Ah ouais, de toute façon. Je veux dire en Que ce fonction soit de ton les premiers mental, ou le dernier, on prend des risques aussi, parce que les derniers, ils savent moins bien rouler en moto, c'est plus des pépères, et c'est encore plus dangereux pour eux, parce qu'ils n'ont pas les réflexes, ils n'ont pas la technique, et c'est aussi dangereux pour eux, donc on prend tous des risques. Et le deuxième, c'est Benji Melo, qui est une référence dans les malles moto, parce que c'est l'ancien mécano de Cyril Després. Donc il était mécano officiel chez KTM, et puis ça fait son 6e Dakar, je pense. Il a fait 1 en assistance pour se mettre dedans, et puis là, il a son 5e en mal moto. Et le mec, il s'est bien entraîné cette année, et l'année passée, il fait derrière moi au classement, et cette année, il m'a bien enrhumé. Donc, combien de minutes? Ouais, il a 1h40, je pense, devant. Donc là, j'ai parlé avec lui, il m'a dit ouais, cette année, je me suis entraîné, je voulais gagner. Maintenant, il a raté le podium bêtement, comme un bleu, il s'est fait voir comme un bleu, la toute dernière spéciale, parce qu'il était en tête. Enfin, ça, c'est une erreur de sa part, on ne va pas revenir là-dessus. Il s'en est bien mordu les doigts. Mais voilà, je ne sais plus ce qu'on disait maintenant. Mais, Non, mais on parlait de... Mais ce qui, moi, m'interpelle quand tu me parles de ça, c'est que j'ai l'impression que quand vous vous retrouvez, il y a quand même une grande famille qui se retrouve là-bas. Oui, donc cette année, je l'ai justement eu en ligne ce matin, Benji. Je lui disais que cette année, il y avait vraiment une bonne ambiance entre nous. Sur le podium, on s'est tous pris dans les bras et tout ça. Tandis que l'année dernière, c'était beaucoup plus froid. Celui qui gagne... un Autrichien, mais pas très abordable. Le syndrome des pilotes d'usine. Exactement, parce que maintenant, il est justement déjà un peu un pied dedans. C'est le neveu à Hans Kinnigarner. Donc, c'est déjà un pilote Red Bull. Et il fait 9e cette année. Donc, le mec, il est en train de monter. Mais voilà, je suppose qu'il fait beaucoup de motos l'année. Il est jeune et tout, donc c'est bien. Donc il y a vraiment une super ambiance entre nous cette année, donc ça c'est top. À l'arrivée, on est content, on se prend tous dans les bras. Moi, je suis quand même quelqu'un de très réservé. Et là, on se lâche un peu quand même. Oui, tu m'étonnes, c'est la fin du Dakar. De toute façon, quand tu fais des trucs comme ça, c'est comme des missions, que ce soit pompier ou armée ou quoi que ce soit. En fait, ça forme un groupe. Tu traverses des épreuves difficiles. Moi, j'ai fait mon service militaire dans les commandos. Et c'est vrai que c'est la cohésion du groupe qu'on cherche absolument. Et en fait, c'est traverser des épreuves ensemble qui, en fait, finit par générer des amitiés et des respects qui sont immenses avec les gens avec qui tu es, quoi. Donc, pour en revenir à ça, donc si je repars en 2026, c'est pour faire mieux, ça c'est clair. Donc, ce qui dit mieux, dit un peu de navigation et un rallye au moins avant de partir, pour pouvoir essayer de recoller au groupe des deux devant d'entrée de jeu, quoi. Et dans l'heure 40 qui te sépare du premier, tu sais, tu as su identifier les endroits où tu as perdu, forcément.
la première semaine. Ouais. Et Benji, lui, il va très vite dans les dunes. Ok. Donc lui, il a été plus rapide la deuxième semaine. Exact, il a repris tout son temps sur le premier. Et le premier, lui, j'ai l'impression qu'il est parti. Bon, déjà, la manière dont tu le décris, où il a dit cette année, je suis là pour, bon, ben, ça dit que au départ de la première, lui, dans sa tête, il était déjà stock. Ouais, il connaît bien les points faibles de Benji, donc il a mis le paquet la première semaine. Ouais. Maintenant, il a raté un wake point, donc il a pris 15 minutes de pénalité, plus encore 2 minutes, donc il a pris 17 minutes de pénalité. Donc il était quand même très fort, et on le sait qu'il est très fort. Je l'avais dit avant de partir, lui, j'irai pas le chercher. Et ben voilà, ça c'est... Malheureusement, parfois ça se vérifie. Mais bon, voilà, c'est tellement dur et dangereux que à l'arrivée entier sans... mais terminer le Dakar, c'est sans une victoire. bobo, 4 sur 4, c'est magique. Mais oui, c'est magnifique. Et d'ailleurs, voilà, tout le monde le voit. J'ai beaucoup d'interviews, les journaux. Même mes sponsors, ils s'en rendent compte. Donc la plupart m'ont déjà dit, écoute, si à 2026, on sera encore derrière toi. Et on mettra une liste de tous tes sponsors en fin d'interview pour les mettre en avant. Écoute, super. On arrive tout doucement au bout de cette interview. Est-ce que je t'ai posé toutes des bonnes questions ou que des mauvaises? Oui, maintenant, on peut aussi parler que j'ai d'autres idées en tête. Oui, ça, effectivement, tu m'en as vaguement parlé dans la cuisine en se faisant un café. Donc, ta tête s'oriente quand même doucement avec un peu plus de roue. Oui, j'aimerais dans le futur passer au 4 roues maintenant. Attention, à un moment où tu viens de dire ces mots, tu viens de te mettre quelques milliers d'ennemis. Un type qui abandonne la moto, c'est... Ah ben non, je veux pas abandonner, mais c'est plus par question de sécurité pour la famille. T'as quel âge? 37. Oui, bon, ben voilà. Parce que cette année, ça a été quand même dangereux. C'est sûr que j'ai envie de repartir en moto, mais je veux pas me faire mal, me faire fort mal, et plus si pas de chance. Donc je veux pas en arriver là. En fait, j'ai l'impression que tu as un endroit charnière, enfin, c'est ce que je ressens au moment où tu m'en parles, c'est que en fait, tu as l'envie d'y aller qui est forte, l'envie de faire mieux, mais l'envie de faire mieux nécessite de se rattraper sur, entre guillemets, les erreurs de cette année, qui n'étaient pas des erreurs, mais un peu de manque d'entraînement en avis et sable, c'est ça? Oui. Mais donc, ça veut dire que ton cœur a envie de plus et plus fort. Mais ça veut dire que tu sais que c'est une escalade vers aussi le fait de devoir rouler plus et plus fort qui va t'approcher de cette fameuse limite à ne pas dépasser que personne ne connaît. Donc en fait, tu es entre les deux. Le cœur dit oui, la raison dit peut-être. Mais c'est vrai que tu as 2 enfants, tu as une carrière. Et c'est vrai qu'on en a vu, Danilo Petrucci, pour donner un exemple, bon, il a fait l'année, il a même gagné une spéciale. Chapeau, un pilote de MotoGP. Mais il était temps qu'il arrête. Oui, oui, il y allait un peu trop fort. Oui, mais c'était Petrucci. Mais d'ailleurs, il a fait cette année en camion. Oui. Et je crois qu'il a fait pareil avec le camion. Il l'a mis sur le flanc. Mais il ne roulait pas. Il roulait. Ah, je pense qu'il roulait. Je pensais qu'il était coéquipier. Non, je pensais qu'il roulait avec le camion et ils l'ont mis sur le flanc. Oui, à fond. Il n'a même pas achevé d'ailleurs. Oui, non, ils n'ont pas terminé. Enfin, je veux dire par là que oui, il y a pas mal. Enfin, sur le Dakar, tu as plein de gens qu'on retrouve dans des bagnoles qui l'ont d'abord gagné en oui, c'est un peu la suite logique des choses. Si tu as envie de faire ton Dakar et de continuer cette aventure, mais effectivement de diminuer le risque physique, parce que moi, je regarde, j'hallucine. Je dis, comme ça, on vous voit quelques secondes, mais ça dure 600 km. J'ai fait du cross et j'ai fait de l'enduro, et me balader à 160, combien, c'est quoi là? Quand tu es en ligne droite. Le max, on est limité à 160. Oui, 160. Ouais, 160, on doit couper. Oui, bon, mais 140, 150, quoi. Ouais. 140, 150 dans une piste avec des pierres, des bazars, et faire de la navigation. Parce que les gens ne n'imaginent pas la complexité d'arriver à jeter un regard sur toi. Enfin, s'orienter avec ce que vous avez. Alors moi, j'hallucine, parce qu'on est encore là avec des flèches et des bazars et trucs, et tu dis, mais au jour où on est quand même en 2025. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce que tu peux reprocher à l'organisation des problèmes par rapport justement au fléchage ou tout ça? Il y a eu quelques soucis. Est-ce qu'ils sont vraiment responsables ou pas? Non, s'il y a des problèmes, c'est la tablette en elle-même qui se coupe, ou il y en a eu. Maintenant, ils savent voir
Donc déjà, ils savent te la changer à un refueling ou quoi. Ouais. Et si vraiment il y a un autre problème, ils savent peut-être voir le temps que tu t'es arrêté ou quoi, et ils te les relèvent après. Ouais. Mais dans le roadbook, dans les personnes qui font le roadbook, je pense que là, il n'y a pas de problème. Non. Mais par contre, c'est l'interface qui fait chier. Oui, et alors s'il y a un problème qu'on te dit « Ouais, il n'était pas renseigné », ça veut dire que tu t'es décalé de 50 ou 100 mètres de la trace qu'eux t'ont demandé de prendre. Ouais. Donc c'est souvent là que les mecs ils partent à la faute parce qu'ils sont hors trace. Ouais. Et retrouver ta trace est un cauchemar. Oui, mais maintenant, c'est les premiers qui font la trace. Arriver à reprendre la bonne trace, tu la reprends parce qu'eux vont aller la rechercher. Et t'as pas des traces pourries comme ça qui t'emmènent là où il faudrait pas? Ah ben si, qu'on appelle... En fait, t'es en permanence, t'es en alerte permanente. Quand on appelle jardiner, là, ça veut dire qu'on cherche la trace. Quand tu vois... Quand moi j'arrive, que tu as une belle trace, s'il a plu ou quoi, tu as une belle trace, nickel, j'ai pas besoin de naviguer, je suis la trace. Et puis que tu en vois une qui part de temps en temps à gauche ou à droite, là tu te dis, il va se passer quelque chose. Là, il vaut mieux bien regarder à la tablette avant d'aller. Et puis tu continues, et là il n'y a plus de traces devant, ben là tu te dis, merde, bon, c'était à gauche ou à droite. Alors que là, et ça j'ai appris aussi avec les années, dès que j'ai un doute, ben, hop, il faut que je m'arrête tout de suite. Et comme ça, je vais y retrouver beaucoup plus facilement la bonne direction parce que si tu continues, à un moment donné que tu vois un demi-tour ou deux, tu vois, c'est rien, c'est eux qui se trompent, et puis qu'il n'y a plus de traces, ben là, tu te dis, merde. Donc, tu as encore plus de mètres à faire. Donc voilà, il faut s'arrêter tout de suite ou alors être sûr de toi, mais il faut se fier au roadbook, il n'y a pas le choix. Ta dernière journée, et on va terminer par ça, ta dernière journée sur le Dakar, tu la démarres, ta place est figée? Ou presque? Oui, moi oui. Oui, parce que j'avais... Tu pourrais encore en gagner un? J'avais le tchèque qui était 30 et des minutes devant, donc c'était mort en 60 km. Lui, il reprend 30 minutes, à moins qu'il ait un gros problème. Les carottes étaient cuites. Donc moi, je partais... c'était bien, c'était un nouveau départ. On partait par 15, des lignes de 15, donc typé cross. Ouais. Donc là, j'étais déterminé à arriver premier au bout du départ. Comme les autres. Comme les autres, oui. Donc j'ai dû couper. Parce qu'on était sur un shot qui, à la fin, était un peu cabossé. Et puis on rentrait un peu en entonnoir dans un chemin typique. Dans les dunes. Ouais, typique. Et ouais, j'étais 2e, 3e. Et puis quand j'ai vu que ça commençait à saucissonner un petit peu, je me dis, il allait venir tomber maintenant, ce serait complètement ridicule. Là, et puis, j'avais rien à jouer, j'attendais juste, si je pouvais gagner une place, c'était un abandon d'un autre pilote pour une casse ou que sais-je. Ouais. Donc, enfin, je veux dire, à ton classement mal, c'était cuit. Ouais, c'était cuit. Donc, tu as profité ou tu as stressé? Ouais, j'ai profité. J'ai roulé avec le tchèque. J'étais parti devant lui, puis j'ai raté un waypoint, donc j'ai vite fait demi-tour pour aller le repointer. Et puis il est arrivé derrière moi et puis on a roulé ensemble. Et j'ai remis une petite couche à la fin parce que j'ai roulé avec un autre Français. Et on s'est un peu chauffé à la fin. Je dis moi j'ai encore du jus, je veux faire une belle étape, finir dans les 20-25 premiers là. Donc j'ai eu les 2-3 derniers kilomètres, c'était de belles dunes un peu style comme si on roulait à Dunkerque ici. Donc j'ai fait un peu plaisir, attaquer, sauter d'une dune à l'autre, c'était cool. Un petit dernier effort. Et puis voilà. C'était une belle journée pour toi? C'était une belle journée et il faisait bon, il faisait super chaud. Et puis, il n'y a pas une émotion dans ce dernier jour de se dire tantôt c'est fini? Si, au début. Parce qu'on n'avait pas de réseau au bivouac. Ouais. Ça j'ai vu aussi. Ouais, ça c'est un peu ennuyant. En plus, on passait les 3 derniers jours dans ce bivouac-là. On n'avait rien. Donc ça, c'est dommage côté organisation, mais ça, je pense qu'ils le savent. Je pense qu'ils ont eu pas mal de coups de gueule. Disons que suivre un événement pareil et ne pas avoir de Wi-Fi ou truc, c'est sûr que si tu en amènes, tu vas avoir beaucoup plus, comme tu as fait presque tous les jours. C'est les derniers jours, tout le monde veut partager avec la famille, les sponsors, montrer ce qu'on fait, les résultats, enfin soit. Et à l'entrée de la spéciale, donc... Je t'arrête, mais tu as même fait un truc où tu as pris ta moto, tu as été faire un kilomètre. Ça c'était le dernier jour. Ouais, pour aller chercher le réseau en haut, parce que tu n'en avais pas du tout. Quoi. Et là, que pour prévenir, j'ai fini. Ouais, mais ça, les proches, et ma femme et tout ça, suivent sur l'application. Oui. Ils savent dire que je suis rentré et tout ça, mais... Et on a un interview aussi à la fin de chaque spécial. Quand on rentre au bivouac, on a quelqu'un qui nous interviewe et elle a accès au Wi-Fi puisqu'il y a un service concurrent de l'Internet. Okay. Donc elle a envoyé ça à celui qui s'occupe de ma com. Donc voilà, tout le monde a été mis au courant que j'étais rentré. Et oui, à l'entrée du dernier départ, là, il y en avait du réseau et j'ai reçu tous les messages ding, et j'ai vu ma femme et mes enfants qui me laissaient un petit vocal. Et là,
On s'effondre. Bah oui. Donc je suis Sous le parti, je suis parti avant le départ. On met les avec, lunettes plutôt que d'habitude. Avec les larmes aux yeux, mais voilà, c'est gai. Voilà. Bah, c'est ça qui fait la beauté. C'est surtout hein. ça qui fait que je ne prends pas des risques énormes. On entend les enfants qui font un beau petit message et qui sont contents que je vais rentrer. Donc, il faut le ramener, papa. Voilà, donc voilà. Bon, ben écoute, Jérôme, je te remercie parce que merci à vous. on arrive à la fin de cette interview. J'espère que cette interview vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, j'en ai appris. Ça me permettra d'avoir un autre regard sur les prochains Dakar où je souhaite que tu sois sur 2 ou sur 4 roues. Enfin, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et puis, écoute, refélicitation aussi Anquetil Motor qui te soutient plus qu'un peu depuis 4 ans. Donc, ça c'est pas mal. Ça fait des années que... Si tu continues, c'est avec eux. Oui, bien sûr, c'est logique. Oui, j'allais dire. On a démarré avec eux, j'espère continuer avec eux. Okay. Et surtout avec tous mes partenaires. Parce que si je n'ai pas mes partenaires financiers, j'ai beau avoir la moto, je n'irai pas très loin. Non, on est bien d'accord. Donc, les sous, le nerf de la guerre. Voilà. Et il en faut pour ces sports. Bon, encore merci Jérôme. Merci aussi. On se revoit bientôt, on se tient au courant. Et puis encore merci de m'avoir reçu chez toi, dans ton antre. Alors, sorry pour la lumière, mais il y a eu du soleil, moins de lumière. C'était un peu compliqué à gérer. Donc, on n'a pas eu les meilleures conditions de tournage, mais j'espère que ça vous a plu. Encore bravo à Jérôme. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye. Bye.